On peut démarrer. Bon, bah écoutez, voilà, c'est la rançon du succès. La salle est pleine à craquer, je m'y attendais, cela dit, étant donné les personnes qui ont accepté de se joindre à nous pour cette table ronde. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Javier Cercas, qu'on remercie énormément d'être venu d'Espagne aujourd'hui pour participer à cette discussion. Florence Aubenas, ma consoeur du monde, et Jean Hatzfeld. Voilà, donc on va parler de réalité, on va parler d'histoire, mais je voulais vous expliquer en 2 mots pourquoi j'avais eu l'idée d'organiser cette table ronde. En fait, l'idée de cette discussion m'est venue tandis que je lisais ton dernier livre, Javier, qui s'appelle Terra Alta, qui est un roman, qui est un véritable polar, un roman policier. Et je me suis demandé pourquoi toi qui n'avais cessé dans tes livres d'interroger l'histoire de ton pays, tout d'un coup, comme ça, tu avais décidé de prendre la tangente et de t'en aller vers la fiction, même si, je vous rassure, il y a quand même beaucoup d'histoires dans le dernier livre de Javier Cercas, dans Terra Alta. Je vous précise que tous les livres de Javier Cercas sont édités chez Actes Sud. Et puis, j'ai découvert un court essai que tu avais écrit en 2016 qui s'appelle Le Point aveugle, dans lequel tu donnes quelques clés qui permettent de comprendre à la fois ta démarche littéraire, mais aussi ta démarche historique. Et là, j'ai eu envie de te faire dialoguer, va savoir pourquoi, avec les 2 personnes qui sont à côté de toi, avec Florence et avec Jean. D'emblée, je me suis dit que vous aviez un point commun tous les 3, c'est que finalement, vous avez eu maille à partir tous les 3 avec la réalité telle que vous la rencontriez, telle que vous la voyiez comme journaliste, et vous avez eu envie d'abandonner au moins pour un temps, et s'agissant de Florence, le journalisme, pour faire autre chose et pour faire ce qu'on pourrait appeler de la littérature. On en parlera tout à l'heure. On va démarrer tout de suite le débat par Javier. Je voulais juste vous faire 2-3 rappels pour bien resituer l'œuvre de Javier Cercas pour ceux qui n'auraient pas lu tous ses livres. Tu es né en 1962 à Iba Hernando, dans la province de Cáceres, et on peut dire que tu es devenu célèbre en Espagne et dans le monde entier lorsque tu as publié, non pas ton premier livre, parce que tu en avais publié auparavant, mais c'est ce livre qui t'a rendu célèbre, qui s'appelle Les soldats de Salamine. Ce livre raconte un épisode peu connu de la guerre civile espagnole, lorsque l'écrivain Rafael Sánchez Mazas, l'un des fondateurs de la Phalange, va réchapper au peloton d'exécution des troupes républicaines défaites qui fuient vers la frontière française. Il est caché dans un fourré et il est découvert par un soldat, un républicain de la première brigade du général Lister, un certain Antonio Miralles. L'épisode est très fameux. Quelqu'un crie « il est par là », le militaire républicain regarde le fuyard bien dans les yeux et dit « non, par ici, il n'y a personne ». Et donc il va réchapper à la mort, et la question de savoir pourquoi Miralles a agi comme ça est une des grandes questions qui est au cœur de ton livre. Comment le livre est devenu aussi célèbre? On peut dire que c'est à la fois grâce au talent de Javier, mais aussi grâce au talent d'un critique, Mario Vargas Llosa, qui avait une chronique dans El País, et il va écrire une chronique fameuse dans laquelle il écrit « Quel bonheur, c'est un livre magnifique, un des meilleurs que j'ai lu depuis longtemps, il mériterait d'avoir des lecteurs innombrables », et des lecteurs il en a eu, et il en a eu beaucoup, et dans le monde entier, puisque ce livre s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Ensuite, il y a eu plein d'autres livres, et je voudrais m'arrêter un instant sur un deuxième livre dont on va pas mal parler aujourd'hui, qui s'appelle Anatomie d'un instant. Ce livre explore un moment décisif de l'histoire de l'Espagne, une tentative de coup d'État, un des 50 coups d'État, c'est ce que tu dis, qui se sont produits en Espagne au cours des 2 derniers siècles, un sport national, écriture, les coups d'État. Donc on est le 23 février 1981, on est 6 ans après la mort de Franco. Plusieurs membres de la garde civile font éruption dans l'enceinte du Parlement espagnol. Ils tirent des coups de feu. Ils veulent en finir avec la démocratie qui a été instaurée 4 ans plus tôt. Et il y a 3 députés qui refusent d'obéir. Adolfo Suárez, qui est l'ancien secrétaire général du Parti unique franquiste, Manuel Gutiérrez Melado, qui est le vice-président du gouvernement, un ancien général franquiste, et Santiago Carrillo, qui est le secrétaire général du Parti communiste. Et là encore, on retrouve une question fondamentale à l'intérieur de ton livre.
pourquoi ces trois-là, et en particulier Suarez, ont refusé d'obéir? Pourquoi ils sont restés debout alors que tous les autres s'étaient allongés par terre pour échapper à, croyait-il, la mort? Et la première question que je voulais te poser, c'est celle-ci, puisque tu nous racontes des histoires qui ont attrait à l'histoire de l'Espagne. Pourquoi est-ce que tu considères que Les Soldats de Salamine est un roman, alors que Anatomie d'un instant, tu ne veux pas, en tout cas officiellement, qu'on considère que c'est un roman? C'est en tout cas ce qui apparaît sur la couverture des deux livres. Franchement, quand on lit les deux livres, on a du mal à comprendre où se situe la différence. Qu'est-ce qui fait que c'est un roman l'un pour toi, et qu'est-ce qui fait que l'autre n'est pas un roman? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Bonsoir. Je voudrais, pour commencer, vous raconter une petite histoire. Ouais. La première fois que Roman Jakobson, le grand linguiste russe, a visité Harvard, l'université de Harvard, il a été reçu par le président de l'université qui lui a dit « Monsieur Jakobson, on m'a raconté que vous parlez 14 langues. » Et Jakobson a répondu « Oui, c'est vrai, mais je les parle toutes en russe. » Alors, je parle français, comme vous voyez, et d'autres langues, mais je les parle toujours en espagnol, excusez-moi. Et non, la différence essentielle entre ces deux livres, c'est très simple, en fait. C'est que Les Soldats de Salamine utilisent la fiction, l'invention. Et au contraire, l'Anatomie d'un instant, c'est ce que j'appelle un roman sans fiction. Et c'est la différence essentielle. C'est la fiction qui fait C'est la fiction qui fait la différence. C'est l'invention qui fait la différence. C'est-à-dire, quand Les Soldats de Salamine a été publié, il y a eu des gens qui ont pensé que le livre était une chronique, qui était un roman sans fiction. Et c'est pourquoi? Parce que le narrateur, qui s'appelle Javier Cercas, c'est un peu comme moi-même, mais un peu différent, et il dit tout le temps c'est un récit réel. Mais évidemment, ce qu'il dit le narrateur d'un livre, d'un roman, ce n'est pas exactement la vérité. Il ne faut pas croire ce qu'il dit, si on parle d'un roman. Non, je ne sais pas, Cervantes dit qu'il n'invente pas l'histoire de Don Quichotte, comme vous savez très bien. Il dit qu'il copie, qu'il utilise une histoire précédente écrite par un arabe qu'il traduit et qu'il commente. Cine Amete Benengel, il s'appelle l'arabe. Bon, c'est complètement faux. C'est une invention de Cervantes pour nous raconter son histoire. Et quand je dis non, Le Soldat de Salamine, c'est un roman, c'est un mélange de fiction et réalité. Il y a des gens qui ont dit mais qu'est-ce que c'est ça? Mais vous mélangez la réalité et la fiction. Et j'ai dit bien sûr que je mélange la réalité et la fiction. C'est-à-dire, c'est ça qui a fait la littérature du commencement de la littérature même. La fiction pure n'existe pas. La fiction pure, c'est une invention des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la fiction. La fiction, c'est toujours un mélange des réalités et des fictions. S'il existerait, la fiction pure serait inintelligible, incompréhensible. Non? La fiction, c'est incompréhensible et c'est intéressant parce qu'elle mélange la fiction et la réalité. Et ça a été toujours comme ça. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que c'est faux en Homère. Non? Ouais. On ne sait pas exactement. Dante, c'est plein, ces livres des gens réels, de personnages réels, comme Don Quichotte, comme Shakespeare, comme un peu partout. C'est vrai que je le fais d'une façon, disons, personnelle, non? ou différente. Mais alors, la différence essentielle, c'est je suis ici avec des grands journalistes et je me sens un peu gêné parce que je ne suis pas un journaliste. Tu écris dans un journal. Ah, ça c'est complètement différent. Et on m'a donné des prix de journalisme. Et la première chose que j'ai dit, et des prix importants, c'est que je suis un imposteur. Parce que je ne suis pas un journaliste. C'est-à-dire, Jean, c'est un journaliste, Florence, c'est une journaliste. Ils ont été dans des guerres, ils ont raconté les choses immédiatement. Ils ont été dans une rédaction de journal. Vous êtes un journaliste, mais non, le journalisme, c'est trop sérieux pour que je me considère un journaliste. Pas du tout. On va en reparler tout à l'heure. Non, pour moi, c'est clair. C'est très clair. C'est vrai, j'écris, mais 2 fois par mois
dans un journal qui s'appelle Le País, c'est vrai, un journal important, le plus important de la langue espagnole. Mais ce que j'écris sont des essais, des choses qui... C'est vrai que pour moi, l'écriture dans les journaux, que ce n'est pas journalisme pour moi, a été très, très important. On peut parler de ça. Très important, a été un éblouissement en certain moment de ma carrière et que ça a changé beaucoup de choses. Mais je ne suis pas un journaliste. Et la différence entre le journalisme et la littérature, pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais dans le journalisme, comme dans l'histoire, on ne peut, c'est évident, non? On ne peut pas mélanger la fiction et la réalité. On ne peut pas inventer des choses. On ne peut pas dire qu'une chose c'est vrai quand elle n'est pas vraie. Mais dans les romans, dans les romans ou dans la littérature en général, ça c'est complètement... ça c'est l'essence de la littérature. C'est le mélange entre fiction et réalité. Et alors, pour finir, c'est ça la différence entre les soldats de Salamine et l'anatomie d'un instant. Les soldats de Salamine, c'est sur un petit événement complètement inconnu, quand j'écris les livres, complètement obscur, que j'ai illuminé à travers la fiction. Et dans ces livres, il y a, c'est vrai, une partie très importante d'histoire, très importante de réalité, très importante de recherche. On me dit souvent, ça c'est habituel dans mes livres, c'est-à-dire dans Les Soldats de Salamine ou par exemple L'Imposteur. On me dit, je trouve des journalistes qui me disent « Mais Javier, ces livres, c'est une chronique ». Et j'ai dit « Oui, c'est vrai, c'est une chronique ». Mais je me trouve avec des historiens qui me disent « Non, mais Javier, ce livre, c'est un livre d'histoire ». Ah ouais. Et j'ai dit « Oui, c'est vrai, c'est un livre d'histoire ». Et je me trouve avec des essayistes qui me disent « Mais c'est un livre de philosophie, c'est une réflexion sur la vérité, la fiction ». J'ai dit « Oui, c'est vrai ». Mais je ne mens jamais. Jamais. Bon, dans la réalité, la fiction, c'est différent. Et pourquoi? Parce que là, le roman a cette possibilité de mélanger tout. Cervantes, cet homme qui incroyablement était espagnol, qui a inventé le roman, il a inventé le roman comme ça, comme un pot-au-feu, comme une chose où tout peut utiliser tous les autres genres, manger tous les autres genres, assimiler tous les autres genres. Et alors, c'est ça la différence. Dans Le Soldat de Salamine, il y a fiction, il y a invention. J'ai illuminé, j'insiste, l'obscurité de l'histoire à travers l'invention. Mais dans l'anatomie d'un instant, il n'y a pas de fiction, rien. Ouais. Et ça, la réponse, et pourquoi ça? La réponse, je pourrais raconter ça, c'est-à-dire c'est la nature du livre. La nature, c'est différente. Et alors, le livre, c'est différent. Alors, les règles du livre sont différentes. Alors, et c'est ce qui rend Les Soldats de Salamine encore plus fascinant, c'est que c'est un romancier, un très grand romancier, qui va apporter en quelque sorte la solution au livre, puisque c'est un jour Roberto Bolaño qui vous met sur la piste du héros du livre. Roberto Bolaño, le grand écrivain chilien, qui vous dit au passage, pour écrire un roman, on n'a pas besoin d'imagination. Surtout de la mémoire, on écrit les romans en combinant des souvenirs. C'est-à-dire que lui, il l'a théorisé, ça. C'est Coleridge, en fait. le poète anglais qui a dit ça. Mais bon, oui, je suis d'accord, pardon. Et dans votre livre, c'est Bolaño qui Bolaño, vous dit. Ouais. En fait, c'était Coleridge. Okay. Et Bolaño, vous l'avez rencontré, je voulais toujours oui, bien sûr. Il était mon ami. Ah, ouais. Avant d'être connu, oui, nous étions des amis. D'accord. Mais il n'est pas intervenu dans cette histoire. Un peu. Vous l'avez inventé. Un peu. Oui, un peu. Ah, un peu. C'est-à-dire, j'insiste, dans le roman, dans la littérature, tout est possible. Ouais. Dans la littérature, nous n'avons pas de règles. J'insiste, Cervantes a inventé le genre comme ça. C'est le genre de la liberté totale. Ce qu'il nous a dit, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça a été une révolution absolue, totale. Ouais. Mais au contraire, l'histoire a des règles. Le journalisme a des règles. Vous ne pouvez pas inventer ce que vous racontez. Alors, selon moi, ça c'est une règle essentielle du journalisme, une différence essentielle entre le journalisme et l'histoire et la littérature. Non, en fait, j'ai fini. Non, allez-y. Je pense
qu'il y a une différence, c'est-à-dire le journalisme et l'histoire, nous cherchons, les journalistes et les historiens, la vérité. Les journalistes, les historiens et les romanciers, les gens de lettres, les romanciers. Nous cherchons la vérité, mais la vérité de l'histoire et du journalisme et la vérité de la littérature, de la fiction, c'est différent. Alors on va voir. On va passer maintenant la parole à Jean Hatzfeld, qui lui aussi s'est retourné vers la littérature pour nous raconter ce qu'il avait à nous raconter. Je ne suis pas sûr qu'il dirait exactement la même chose que vous, en fonction de sa propre expérience littéraire, quand vous dites que tout est possible dans la littérature. Pour vous, je vous donne deux, trois clés pour mieux connaître Jean Hatzfeld. Il est né en 1949 à Madagascar. Il a passé son enfance au Chambon-sur-Lignon, ce qui est important dans l'histoire de Jean. Mais 68, il est parti faire la route du côté de Kaboul, du côté de Peshawar, j'en passe et des meilleurs. En 75, il rentre à Libé. Il va y rester, alors c'est compliqué, 22, 26 ans. On a essayé de déterminer ça ensemble. Peu importe, il est resté longtemps à Libé où il a été reporter de guerre, journaliste sportif. Et on peut dire que ta vie bascule en 1994, en avril 1994, lorsque survient le génocide des Tutsis au Rwanda. À ce moment-là, il va nous raconter ça. Jean fait une sorte de constat d'échec, décide d'arrêter le journalisme et, en quelque sorte, d'entrer en littérature. Il décide de retourner au Rwanda, mais cette fois comme écrivain. Il va en revenir après avoir passé beaucoup de temps à écouter, à prendre des notes, et il va écrire 3 livres absolument fondamentaux dont je vous recommande absolument la lecture: Dans le nu de la vie, Une saison de machette et La stratégie des antilopes. 3 livres dans lesquels il raconte le génocide en donnant la parole à la fois aux victimes et aux tueurs. Quand il se souvient, il y a énormément d'entretiens de Jean Hatzfeld que Jean a accordé à différents journaux. Il dit « J'ai posé mes fesses au bord des marais et j'ai passé 10 ans à regarder les fantômes ». Dernièrement, il est retourné encore au Rwanda, dans les collines de Nyamata. Là encore, il en est revenu avec un livre splendide qui s'appelle « Là où tout se tait ». Et c'est la même histoire, c'est-à-dire il a posé ses fesses, il a écouté, il a regardé. Lisez ces livres, c'est vraiment à la fois, alors c'est là où je voudrais l'avis de Jean, c'est à la fois de la littérature. Est-ce que c'est du journalisme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'histoire? On en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce constat d'échec? On a l'impression à te lire que tu étais arrivé quelque part à la limite où le journalisme pouvait t'amener, et tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas aller plus loin, qu'il fallait d'autres outils pour raconter, pour essayer de raconter, même si tu dis que ce n'est pas possible, ce que tu avais vu. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous étions journalistes avec des habitudes, et une déontologie, une pratique, une technique professionnelle qui consistait à faire du reportage, c'est-à-dire à rencontrer des gens, poser des questions. Moi, je l'avais fait beaucoup en temps de guerre. Donc, il y avait eu la guerre au Liban, la guerre au Congo, la guerre, etc. Et les gens qui sont arrivés en 1994 pour le génocide étaient un peu comme moi, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à ça, ou le Moyen-Orient avec la Palestine. Et on a été confrontés à quelque chose à laquelle on n'était pas préparé. D'abord, c'est l'énormité de l'événement, c'est-à-dire qu'on était habitué à des conflits avec des affrontements, et là on n'avait plus d'affrontements, à des revendications, etc. Là, on était confronté à quelque chose qui s'appelle l'extermination, c'est-à-dire éradiquer une partie de la population pour ce qu'elle est, non pas ce qu'elle fait. Et surtout, d'un point de vue plus concret, on était, je vais le dire différemment, en septembre, quand je reviens, donc je passe une partie de l'été, à la suite de Florence d'ailleurs, je passe une partie de l'été au Rwanda,
Et en septembre, je constate que j'ai assez bien fait mon travail, en fait, pendant tout cet été. Je parle bien des casques bleus, je parle bien de ce grand exode de la communauté Hutu de 2 millions de personnes qui s'enfuient sous l'effet d'une peur un peu métaphysique et une culpabilité sans nom vers le Congo. On parle bien de différents actes. Tous les protagonistes sont assez bien décrits et racontés, mais il en manque un. Il en manque un qui est le rescapé. Voilà. Le rescapé est absent de mes articles, mais à peu près de tous les articles. C'est-à-dire qu'il apparaît évidemment, mais il apparaît comme quelque chose d'un petit peu insignifiant et qui n'a pas beaucoup d'existence et qui est un peu secondaire. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué en partie parce que j'avais lu beaucoup de livres sur la Shoah et qu'on constate exactement la même chose si on lit la presse. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé sans le savoir, mais j'avais lu beaucoup d'articles, j'avais lu beaucoup de journaux que fin 44 à fin 46, à la fois anglophones et francophones, sur comment la guerre avait été racontée à la fin. Et c'était pareil, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de trucs, des bombardements de Dresde, du plan Marshall, etc., etc. Et puis il y a un personnage qui apparaissait en photo légendée, c'était celui qui sortait de Treblinka et qui regagnait son HLM à Douai, voilà, et qui s'appelait Adam, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc il n'avait pas de vraie existence, il a commencé à trouver une existence sur Rescapé que dans les années 70 finalement, ou 60, enfin 60 quoi. Donc j'ai évidemment fait cette collection, de me poser la question de pourquoi il disparaît, parce que quelquefois les journalistes se trompent pour des raisons politiques ou des raisons idéologiques, qui peuvent être, par exemple, au Moyen-Orient, c'est assez fréquent entre Israël et la Palestine, ou même dans les Balkans, il y avait eu des a priori anti-musulmans ou des a priori pro-serbes, etc., qui ont pu faire dérailler des journalistes. Mais là, ce n'était pas le cas, puisque les Hutus et les Tutsis, on s'en foutait comme de l'an 40, on ne savait même pas que ça existait avant le génocide. Donc, c'était autre chose. Et cette autre chose, c'était évidemment le silence. Pas évidemment, mais c'était ce silence des rescapés qui d'eux-mêmes se taisaient. Et donc, j'ai vite compris à ce moment-là que le sujet, que j'allais m'intéresser à cette histoire de non pas rattraper la chose, c'était pas ça, de faire amende honorable et de revenir là-bas pour faire ce que je n'avais pas réussi à faire sur le moment, mais de considérer que le sujet était ce silence, c'est-à-dire qu'il ne tombait pas du ciel et qu'il était probablement, grâce à Primo Levi, Charlotte Delbo, etc., qui était probablement le cœur de l'histoire. Alors ce silence qui est, pour faire vite, on a peur de ne pas être cru, on ne veut plus faire partie de l'histoire, on n'a rien à donner aux autres puisqu'on n'a pas été aidé, on a des troubles de mémoire, etc., etc. Donc j'ai compris que c'était ça. Maintenant, le sujet, c'est ce silence, c'est cette incapacité ou cette non-volonté de parler, que ça, je ne pourrais pas m'y intéresser, je ne pourrais pas écrire dessus si je m'y prends comme un journaliste. Parce que si je me prends comme un journaliste, je vais faire ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire essayer de mettre un pied dans la porte, essayer de faire parler les gens, mais ce n'était pas ça. Donc il fallait considérer le temps autrement, les dire autrement, et surtout considérer les silences et les mensonges autrement. Je raconte souvent une anecdote qui est que la première personne que je vois pour le premier livre, dans Bulle de la vie, c'est une jeune fille de 15 ans, 16 ans, qui s'appelle Jeannette. Et je la rencontre et je lui pose, entre autres, assez rapidement, au début de l'entretien, c'est le premier entretien de la première personne, etc. Et je lui demande combien de temps elle a pu vivre dans les marais, parce qu'ils avaient survécu en se planquant dans des marais avec de la boue jusqu'au cou, avec les roseaux et les papyrus au-dessus de la tête, des moustiques, etc., pour échapper aux tueurs qui venaient tous les jours avec des machettes pour leur couper la tête, quoi. Et cette Jeannette répond 6 mois. Et je dis, Jeannette, ça ne peut pas être 6 mois. Moi, je savais très bien que le génocide avait duré 100 jours sur l'ensemble du pays, 7 semaines à Nyamata, enfin dans le village. Je lui dis non, et elle me répond 6 heures. Et c'est là que je m'aperçois que ça n'a aucune importance pour elle. Enfin, je veux dire, c'était le temps... c'était autre chose qu'elle avait maintenant en tête. Ce n'était pas des précisions de cet ordre-là. Pour elle, ça n'avait aucune importance. Ce qu'elle savait, elle, et ce qu'elle a raconté petit à petit, c'est qu'elle avait été dans les marais.
Elle avait été dans les marais 6 mois, 6 semaines ou 6 heures, c'est la même chose. Elle avait été animalisée, elle avait vécu toute nue, elle avait vu sa maman se faire découper, elle avait été bouffée par les moustiques, elle avait mangé cru, elle avait mangé avec les mains, elle avait été un animal, et surtout, elle avait, pas surtout, mais aussi, elle avait arrêté de croire en Dieu, c'est-à-dire à croire à ce qu'il y a de plus fondamental dans sa vie de chrétienne. Et que voilà, c'était ça l'essentiel, c'est de ça qu'elle ne pouvait pas parler, c'est ça qu'on allait parler, c'est comme ça qu'on allait faire ce livre. Voilà. Et ça a été comme ça pour beaucoup de gens, c'était des moments différents. Pour Francine, c'était, je savais que Francine, qui vient un petit peu plus loin dans le livre, Francine avait été violée. Et je pensais, moi, qu'elle avait un blocage qui était lié à ce viol, parce qu'elle avait été sauvée grâce à ce viol, finalement. Donc, j'avais un peu imaginé ça. Et un jour, je la vois, elle me parle assez librement de ce viol, mais elle se tait juste après, tout ça. Et je comprends après que ce blocage vient d'autre chose, c'est qu'elle avait cessé d'aimer son mari dans les marais. Et il n'y avait plus de sentiments amoureux. Voilà, elle avait honte de cela. Il y avait beaucoup dans tout voilà. Et donc, je vais pas m'étendre, mais pour dire que quand on veut affronter cela, comme quand on veut affronter aussi les dialogues avec des tueurs, il faut, on peut plus être journaliste. Il faut un journaliste, c'est quelqu'un qui a des règles éthiques, déontologiques, des règles techniques, qui sont d'aller dans le nord, d'aller dans le sud, de faire un panel sociologique de gens qu'on interroge, d'aller vérifier, etc. C'est une manière d'être, une manière extraordinaire de raconter des histoires de vraies dans des reportages qui sont, alors ça on pourra en parler, mais qui sont très souvent déjà de la littérature. Ça, après, c'est autre chose. Mais moi, je fais une aparté, mais je ne suis pas tout à fait d'accord à assimiler littérature et fiction et journalisme et non-littérature. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de littérature dans les reportages de Florence, il n'y a pas beaucoup de littérature dans beaucoup de romans de la rentrée littéraire, donc c'est plus compliqué. Mais pour dire qu'il m'a fallu abandonner pour faire pour me lancer dans cette petite aventure littéraire au Rwanda qui va durer 20 ans, il m'a fallu abandonner ces règles-là, cette manière d'être. Et par exemple, comme Franck le disait tout à l'heure, j'avais plus besoin d'aller à droite et à gauche, il suffisait que j'aille à Nyamata. J'ai trouvé Nyamata grâce à une rencontre, parce que les rencontres et les hasards sont toujours importants, que ce soit quand on écrit de la fiction ou que ce soit quand on écrit du reportage. On est toujours aussi... on est un peu soumis à ce qu'on va découvrir par hasard, aux rencontres, aux chances, à l'opportunisme, enfin, des choses comme ça. Et donc j'avais rencontré cette personne, j'avais été séduit par elle, c'est le village, et après j'avais une étendue de marais, magnifique d'ailleurs, 50 000 fantômes dedans, enfuis dans la vase, des gens, des rescapés qui traînaient comme ils pouvaient, des tueurs qui étaient soit en prison, qui soit allés en sortir, et leur famille tout autour, et que je n'avais plus besoin d'aller ailleurs. Je n'avais plus qu'à fixer ce lieu et à m'intéresser au temps qui passe, qui va passer, qui va changer les choses, les souvenirs, les dires, etc. Voilà, c'était... alors, je suis un peu embêté de parler de ça parce que ces récits, ces 6 bouquins, j'arrive pas moi-même à les cataloguer dans un genre ou dans un autre. C'est évidemment du journalisme, mais c'est pas du journalisme classique comme on l'a fait beaucoup avec Florence, des reportages, etc. C'est pas de la fiction non plus. C'est une espèce de construction un peu hybride entre les deux. Voilà, parce qu'après j'ai fait des vrais romans qui sont autre chose, mais enfin qui sont plus ou moins bons, je ne veux pas dire ça, mais qui sont autre chose. Mais là, mais c'est vrai que j'ai abandonné par la force des choses, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté le journal, probablement. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai quitté, mais en partie pour cela, parce que je ne pouvais plus travailler de la manière dont j'avais travaillé. Parce que j'avais un peu échoué, comme tous les autres, quand on aurait voulu le faire, et 2, parce que voilà, il fallait considérer le mensonge comme quelque chose de très important,
parce que tout le monde va mentir dans mon histoire. Les rescapés mentent parce qu'ils ont honte de quelque chose ou parce qu'ils ne se souviennent pas. Les tueurs mentent évidemment pour se défausser. Les témoins mentent. Ça, tout le monde se ment et le mensonge devient quelque chose de très important. Et le temps va devenir quelque chose de très important. Le temps passé, mais pas seulement le temps passé qui vous permet d'être plus minutieux ou plus attentif, mais aussi le temps passé parce que les années passent et les souvenirs changent et les attitudes changent et il y a des gens qui reviennent. Donc on voit une personne grandir avec... Parce que finalement, ma question, moi, la question qui motive tout ce travail, tous mes livres, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Ça, c'est comment on vit avec ça aujourd'hui. C'est-à-dire quand on a traversé cette expérience, comment on vit maintenant et comment on fait avec. Comment on fait avec quand on a été tueur, qu'on a tué 40 personnes. Comment on fait quand on est rescapé, qu'on a vécu dans les marais comme ça. Comment on fait maintenant avec ses voisins, avec les autres, avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on découvre, avec les gens qui vous posent des questions, etc. Comment on vit avec cela. Et pour répondre à cette question, il faut évidemment considérer que le temps est un personnage. De même que dans les livres, vous voyez, dans les livres de Ravier, moi, il y a 2 livres où je trouve que le personnage le plus important, c'est peut-être le livre lui-même. C'est-à-dire que dans les soldats de Salamine, la construction de l'enquête est un des personnages du livre. Et dans le livre sur la lumière, enfin, comment c'est le livre ? Voilà, la vitesse de la lumière. C'est justement que faire de la fiction et comment faire du roman. Enfin, la naissance d'un roman et du personnage du roman. Et moi, dans mes livres, un des personnages principaux, c'est le temps qui passe. C'est-à-dire que, et pour cela, un journaliste ne peut pas, parce que le journaliste, il est là pour répondre aux questions de ses lecteurs, et les lecteurs, ils ne se posent pas pendant 20 ans des questions sur Miamata. Je vais t'interrompre, Jean, avant de donner la parole à Florence. Je voulais te demander, Ravier, on voit que Jean a du mal à définir ce qu'il a fait. Il parle d'un petit projet de littérature. Moi, je pense que c'est un très grand projet de littérature. Mais toi, tu m'as dit avoir lu un des livres de Jean. Est-ce que tu dirais que c'est de la littérature, ce qu'il a fait, toujours pour essayer de cerner les limites entre le roman, la littérature, le journalisme? Est-ce que ce que tu as lu de Jean Hatzfeld, pour toi, c'est de la littérature? La question, qu'est-ce que c'est, par exemple, une saison de Machette? Ouais. Ma réponse est je m'en fous. C'est un des livres plus extraordinaires que j'ai lu dans les dernières 30 ans, peut-être. Ah ben voilà. Alors, je m'en fous. Je sais, je crois, je sais que ce livre, ce n'est pas une fiction. Je sais que... Alors, c'est pour ça que j'ai fait la différence essentielle. Je ne suis pas journaliste, alors il faudrait définir qu'est-ce que c'est le journalisme, qu'est-ce qu'on considère le journalisme. Je m'en fous. Pour moi, le journalisme n'est-ce pas... Il y a des gens qui pensent que le journalisme, c'est une chose que c'est pas littérature, alors c'est pas bon. C'est complètement ridicule. Il n'y a pas de genre mineur ou majeur. Il y a des formes majeures ou mineures d'utiliser les genres. Alors, si les livres, on peut dire, le livre Une saison de Machette, c'est journalisme, ok, pas de problème, mais c'est un grand livre, sans doute. Un livre très impressionnant. Pour moi, c'était un livre essentiel. Alors, mais c'est vrai que ce n'est pas la fiction. Ça, c'est essentiel. Comme l'histoire. Alors, l'histoire, ce n'est pas la fiction. Et c'est journalisme, je m'en fous, franchement. C'est un roman. Bon, je dirais, c'est un roman. J'écris, par exemple, des romans sans fiction. C'est un roman sans fiction, je ne sais pas. Mais franchement, la question, ce n'est pas important pour moi. D'accord. Alors, autre exemple, donc Florence qui, elle aussi, a passé le début de sa carrière journalistique à Libération comme Jean Hatzfeld, fréquentait les mêmes bureaux. Florence, vous le savez tous, a été enlevée à Bagdad en 2005. On ne va pas revenir sur cette histoire, toute la France la connaît. Ensuite, Florence est passée au Nouvel Observateur. Puis ensuite, en 2012, a rejoint la rédaction du Monde, ce qui ne t'a pas empêché d'écrire un certain nombre de livres. Elle vient de publier, vous l'avez peut-être lu, vu le succès qu'il a eu, succès mérité, L'inconnu de la Poste, comme ses précédents livres aux éditions de l'Olivier.
Mais je voulais en venir en 2009, quand tu décides, alors que tu es au Nouvel Observateur, de prendre un congé sans solde. Et à ce moment-là, tu décides d'arrêter au moins pour un moment le journalisme et de faire autre chose. Cette autre chose, on le découvre en lisant ce livre extraordinaire qui s'appelle Le Quai de Ouistreham. Au tout début, dans l'avant-propos, tu définis quel va être ton projet. Je vais vous en lire quelques lignes. Voilà ce que Florence écrit. C'était la crise, vous vous souvenez, cela se passait jadis, il y a une éternité, l'année dernière, donc on est juste après la crise de 2008. La crise, on ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. On ne savait même pas où porter les yeux, tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler, et pourtant autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place, apparemment intouchées. Je suis journaliste, j'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais plus à la saisir. Les mots même m'échappaient. Rien que celui-là, la crise, me semblait tout à coup aussi dévaluée que les valeurs en bourse. Alors j'ai décidé de partir dans une ville française, etc. etc. Et donc tu es parti à Caen, tu es devenue femme de ménage et tu as écrit ce livre qui rend compte, mieux que je pense que beaucoup d'articles, que beaucoup de reportages, en tout cas différemment, de la réalité sociale de la France à un moment donné. Est-ce que, comme Jean, tu pourrais nous raconter ce moment où tu t'es dit « j'y arrive plus » avec les outils du journalisme? Alors moi, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les outils du journalisme, après, chacun peut chipoter sur son identité. Alors moi, je m'accroche beaucoup au mot journaliste et il me convient très bien pour définir ce que je fais, donc il ne me pose pas de problème. Et donc, c'est vrai que si journaliste est être arrimé à un journal, obéir aux ordres d'un supérieur qui vous dit « va là, va là, va là », c'est sûr que ce n'est plus ce que j'ai fait à ce moment-là. Et l'intérêt de faire un livre est cette première liberté, et de se dire « voilà, je vais faire un livre, et ce livre, je vais battre ma propre monnaie. Donc, je vais écrire sur ce que je veux, avec la place que je veux et le temps que je veux. » Et ça, pour un journaliste, c'est déjà ailleurs. C'est-à-dire le journalisme est un métier de contrainte très fort, où on doit rendre un texte à telle heure, sur un tel nombre de paragraphes. Donc déjà, se dire qu'on se libère de ça, c'est presque... j'ose pas dire que c'est la révolution dans le théâtre, quand on dit on arrête de faire unité de lieu, de temps et d'action, mais il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose de dire, voilà, exploser la forme, c'est déjà très fort en journalisme. Donc, en ce sens-là, oui. Maintenant, la chose qui était compliquée, c'est que ce que je voulais faire en faisant ce livre-là était de rendre compte d'une chose que je n'arrivais pas à mesurer comme ça, et tout en étant persuadée qu'on était en train de la vivre. Donc, comment parler de quelque chose qu'on est en train de vivre, mais qu'on n'arrive pas à appréhender? On vous dit, il y a une crise financière. Oui, il y a une crise financière. Et qu'est-ce que ça va changer pour nous? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, il y avait cette impossibilité d'attraper les choses. Et les attraper d'autant plus difficilement que quand on est journaliste, on a nos outils de journaliste. C'est-à-dire qu'on est habitué, alors je vous la fais rapidement, à aller plus vite que tout le monde d'un endroit à l'autre, à prendre tous les raccourcis possibles. Donc vous avez un téléphone qui marche mieux que les autres. Quand vous arrivez, moi je me souviens, je suis arrivé au Rwanda comme Jean, et vous arrivez, vous êtes frais, rose, vous descendez de l'avion, vous avez votre bouteille d'eau minérale, et vous êtes en face de gens qui sont en train de mourir. Et donc il y a cette espèce de rupture de statut entre vous et ceux que vous allez rencontrer. Et donc je me suis dit, comment faire pour se mettre tous à peu près à même hauteur? Et l'idée était celle-là. Et donc je me suis dit, bon, ben, je vais pour éprouver cette crise économique, je vais dire, voilà, je suis une femme de plus de 50 ans, je cherche du travail et je n'ai pas de diplôme. Donc qu'est-ce que je peux faire? Et me présenter comme ça auprès d'employeurs et de leur dire qu'est-ce qui va m'arriver. Alors la première surprise, je m'étais dit, bon, les gens vont être passionnés par mon histoire. Première surprise, non. Hein. Donc, alors, je ne disais pas que j'étais journaliste, je donnais mon véritable nom, mais je m'étais dit, il faut quand même inventer une histoire qui va crédibiliser le fait que j'ai un CV absolument vide. Et donc, je m'étais inventé une petite légende. Donc, j'avais dit, voilà, alors j'habitais en banlieue parisienne. Alors, j'avais choisi la ville, tout ça était le nom de la rue, enfin, tout était le nom de mon mari.
qui était garagiste. J'adore les garagistes, s'il y en a dans la salle. Voilà, je trouve ça très sexy. Donc, je m'étais, voilà, il y avait ça, on avait un chien. Donc, tout ça était très précis parce que j'étais persuadée qu'en face de moi, on allait me poser beaucoup de questions. Et donc, j'arrive à Pôle emploi. Et donc, la fin de l'histoire, vous l'avez compris, ce garagiste me laissait tomber. Donc, je quittais Paris et je me retrouvais à devoir travailler à mon âge parce que plus personne n'était là pour me soutenir. Et donc, j'arrive, je me retrouve en face d'une personne à Pôle emploi et je lui dis, voilà, je cherche du travail, etc. Et elle me dit, bon, qu'est-ce que vous avez sur votre CV? Je vois qu'il n'y a rien du tout. Alors, elle regarde les trucs. Je dis, oui, alors je commence la petite ville de banlieue, c'était Bagneux. J'habitais Bagneux, j'étais avec un garagiste, il m'a laissé tomber, je m'apprêtais à parler du chien, voilà, des choses un peu plus précises et intéressantes. Quand la femme m'a dit, bon, vous allez laisser tomber comme tout le monde. Et là, on est rentré dans le dur. Et donc, les choses se sont vraiment enclenchées comme ça. Et ça, c'est vrai que les premiers tâtonnements vers une autre façon de travailler, c'était ceux-là. C'est-à-dire, c'était renoncer à ce qui sont, j'ose pas dire les armes du journaliste, mais qui sont, voilà, attendez, je ne vais pas attendre ici, j'ai ma carte de presse qui fait coupe-fil. On a tout un tas voilà, entre guillemets, de privilèges qui sont ceux d'ailleurs qu'on nous reproche aujourd'hui. Ce n'est pas une profession extrêmement plébiscitée. Donc, ça vous fait pas rire? Donc, en fait, c'était ça, pour moi, la grande difficulté. C'était de dire comment on fait quand on renonce à tout ça, comment on fait pour chercher un travail dans cette ville où moi, je connaissais personne, il fallait se débrouiller. Et donc, voilà, c'était ça mon chemin plutôt. Donc, c'est presque un travail de romancier, en fait, ce que tu as fait. De ta propre histoire. Je dirais pas ça, mais... De l'histoire qui se faisait en même temps que tu la vivais, puisque tu as inventé au départ. Oui, c'est vrai, mais enfin, personne ne s'y est vraiment intéressé en vérité. Donc, ça peut faire partie du roman. Alors, là où je me suis raccrochée aux branches, et qui était un travail de journaliste, et c'est vrai que Ravière le disait, le journaliste, on en parlait un peu, ce carcan de choses qui sont, on est dans le réel. Et donc, quand vous vous lancez dans une entreprise comme celle-là, qui est extrêmement intrusive et extrêmement difficile pour les personnes qui sont en face de vous, d'un coup, vous avez quelqu'un, bonjour, je m'appelle Florence, je travaille comme vous. En réalité, vous masquez votre identité. C'est pas forcément très agréable pour la personne en face qui, un jour, vous allez devoir lui révéler, bah, écoutez, tout ça a été une blague, j'étais journaliste, et donc vous n'aviez pas en face de vous la personne que vous pensiez. Et donc, et là, je me suis raccrochée à mes branches de reporter, de journaliste. C'est de se tracer ses propres lignes rouges. Alors vous dites, qu'est-ce qui... et ça, c'est quelque chose d'assez... qui, moi, me fascine beaucoup dans le métier de journaliste. Ces métiers, vous savez, comme médecin ou comme un certain nombre d'autres, où votre conscience vous sert de boussole. Il y a le médecin, pareil, il y a l'ordre des médecins, mais qu'est-ce qu'il faut faire? À quel moment on fait quoi? Qu'est-ce qui est aller trop loin? Qu'est-ce qui est la mort assistée? Qu'est-ce qui est... Bon, il y a tout un tas de choses où chacun bricole avec sa conscience, bricole avec ses convictions, avec son imagination, avec ses... Donc il y avait ça. Donc je m'étais dit, première chose, je ne vais pas me déguiser. Quand je parle de me déguiser, c'est-à-dire, je ne vais pas m'acheter des habits qui seraient ceux, je suppose, d'une personne de cherchant du travail. J'aurais trouvé ça dégradant, voilà, pour dire. Donc je ne vais pas je n'ai acheté aucun habit, j'aurais pu y aller comme ça, et ça c'est vrai dans tous mes reportages. Où que j'aille, je m'habille de la même façon et j'ai pas de tenue particulière pour faire une chose ou une autre. Ensuite, je m'étais dit, bon, tu le rappelais, Franck, en fait, c'est vrai que j'ai été prise en otage et mon visage était connu, donc j'ai changé de couleur de cheveux. Donc ça a été la seule chose qui a... Et j'ai choisi blonde, comme vous pouvez voir, parce que je me suis dit, ça ne peut pas être lu comme socialement blonde. Pardon à toutes, je suis brune en vrai. Blonde, c'est censé ne pas être, être mieux que
voilà, on peut pas dire qu'on s'enlaidit pour aller demander du travail à Pôle emploi. Donc ça, pour moi, c'était très important. Et d'ailleurs, quand j'ai fait cette mutation, il y avait 3-4 personnes, des copains, qui étaient au courant, très peu, parce que je voulais pas que le projet soit éventé. Et quand j'ai apparu, j'étais super gênée vis-à-vis d'eux, donc j'arrive avec ma tête comme ça, etc. Et ils me disent, tu vois, quand tu veux, tu t'arranges. Donc, en ce sens, c'était assez réussi. Et ça, c'est assez amusant parce qu'il y a eu un film récemment, et ça, c'est sur les déplacements, réalité, fiction, qui on est, quel déguisement on porte, etc. Vous savez que vous savez pas peut-être d'ailleurs, que de ce livre a été tiré un film, et ce film qui a été tourné par Emmanuel Carrère, et les filles sont allées, il a embauché certaines de mes ex-collègues pour jouer dans ce film. Et elles sont allées au Festival de Cannes. Et l'une m'en faisait le récit. Et donc je dis, alors comment ça s'est passé à Cannes? Alors elle me dit, tu sais pas ce qu'ils ont fait? Alors je m'attendais à un scandale. Il y avait une styliste qui voulait nous habiller. Alors je dis, ah bon? Alors ma copine, qui est une fille, une bonne fille bien en chair, me dit, et alors tu sais pas comment ils voulaient m'habiller? Ils voulaient me mettre une robe à pois, ça tombe bien. Alors, mais elle était scandalisée. Elle me dit, oui, alors vraiment c'est n'importe quoi, une robe à pois. Donc elles sont allées s'acheter ce qu'elles estimaient être des habits de fête, qui étaient des habits comme vous mettriez, enfin comme moi-même j'en mets au mariage de ma cousine, ou des choses un peu comme ça de dimanche, mais qui ne sont pas les codes du Festival de Cannes. Et je trouvais ça assez intéressant sur où on est, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment on s'habille et comment on ne s'habille pas. Et donc, ça, c'était une de ces... Bon, je ferme cette parenthèse-là. Comme autre ligne rouge, ce livre était sur le travail, quel travail on trouve quand on n'a pas de diplôme, comment on se débrouille. Et donc, c'était de dire, je ne rencontre ces femmes et je ne parle d'elles qu'au travail. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer chez elles, je ne vais pas rentrer dans leur maison, parce que là, pour le coup, elles pourraient légitimement dire, j'ai reçu quelqu'un qui changeait son identité, et je veux écrire un livre sur le travail, donc je n'ai pas à raconter. Et c'est assez drôle de savoir, si vous êtes journaliste et que vous dites, voilà, je vais faire un travail sur les femmes de ménage, et j'arrive avec mon micro, mon carnet de notes, enfin tous les outils habituels, je ne vais avoir de cesse que de dire, ah mais bonjour, alors c'est intéressant, mais alors comment vous vivez? J'aimerais bien rentrer chez vous, c'est l'anniversaire de votre fils, et je vais raconter sa vie, etc. etc. Tout ça, évidemment, avec le consentement de la personne, hein. Mais rentrer dans la vie des gens est une des obsessions journalistiques. Rentrer dans l'intimité, raconter quelqu'un un peu au-delà de ce que demanderait le reportage, en fait. Un peu lui faire les poches, si j'ose dire. Et donc là, je m'étais dit, tout ce que j'aurais rêvé de faire comme journaliste, elle me disait, ah bah tu veux pas venir au baptême de mon neveu, à ceci? Et je me disais, ah non, ne pas y aller, et je n'y suis pas allée. Et donc c'était comme ça, et je pense que c'est ça qui est resté du journalisme et auquel je m'accrochais beaucoup, qui étaient ces lignes-là. Je voudrais, puisqu'on est au rendez-vous de l'histoire, qu'on parle un petit peu d'histoire maintenant avec Ravière et Jean en particulier. Dans Anatomie d'un instant, Ravière, tu écris « Je vais essayer de rendre intelligibles les événements de cette journée ». Donc c'est déjà tout un programme, en quelque sorte, d'historien. Et dans le point aveugle, tu précises les choses en disant « Le roman peut raconter l'histoire mieux que l'histoire, ou du moins aussi bien qu'elle. Le roman peut-il remplacer l'histoire? Non. L'histoire et la littérature poursuivent des objectifs différents. L'un et l'autre cherchent la vérité, mais leurs vérités sont opposées. Aristote disait que l'historien raconte ce qui s'est passé, alors que le poète raconte ce qui pourrait se passer. » Une fois qu'on a dit ça et qu'on revient à tes livres, que ce soit Anatomie d'un instant, que ce soit Les soldats de Salamine, que ce soit L'imposteur, que ce soit d'autres livres encore, on est quand même frappé par ton travail d'historien. Est-ce que tu te considères comme un historien? Est-ce que les historiens te considèrent comme tel d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta fonction d'historien en Espagne, en particulier par rapport à la guerre civile et aux suites de la guerre civile? Est-ce que tu te considères toi aussi comme un historien? Non, pas du tout. Pas un historien, pas un journaliste. Un romancier. Un romancier. C'est tout. C'est tout. Mais qui fait œuvre d'historien. Mais un romancier qui utilise
qui parle de l'histoire et un historien qui fait des choses qui apparemment font les journalistes aussi. Non, je dis ça parce que j'étais très surprise. Mon itinéraire, c'est exactement un peu le contraire de Florence et des gens. Ouais. Parce que c'est que vous disiez, si j'ai compris, c'est que il y avait une certaine insatisfaction avec le travail des journalistes de chaque jour. Vous disiez, journalisme, pour moi, ce que vous avez fait, c'est journalisme. Pour moi, c'est journalisme. Une autre façon de faire journalisme, mais journalisme, ce n'est pas le journalisme de chaque jour. Mais alors, votre itinéraire, c'est un peu l'itinéraire des grands écrivains, c'est-à-dire l'itinéraire classique, je ne sais pas, Hemingway, García Márquez, qui ont fait du journalisme et qui après, ils font de romans. Mon itinéraire, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, j'étais avant tout un romancier, j'étais un professeur de l'université, mais qui faisait des romans, et qui un jour, par hasard, a découvert l'écriture dans les journaux. C'est-à-dire, on m'a offert de faire des chroniques et tout ça. Et pour moi, c'était un vrai éblouissement. Un vrai éblouissement. J'ai découvert une chose nouvelle. Je pouvais sortir de ma maison et prendre des notes. Je devais écrire des choses très complexes dans un espace très petit et très rapidement, c'est-à-dire dans une rapidité énorme. Tout ça a changé mon écriture. Et ce n'est pas l'itinéraire normal. Alors, l'histoire, en même temps que j'ai découvert le journalisme, j'ai découvert l'histoire. J'ai découvert que je pouvais parler de l'histoire. Aussi, par exemple en Italie, où les romans historiques, c'est très important, on m'a donné des prix de romans historiques. Et j'ai dit, je n'écris pas de romans historiques. Je n'aime pas l'idée du roman, même l'idée du roman historique. Ne me plaît pas. Il y a des romans où l'histoire, c'est important. Mais l'histoire en tant que présent, pas en tant que passé. C'est-à-dire le passé, dans mes livres, c'est une sorte de dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé. C'est-à-dire, j'ai l'impression, vous êtes journaliste, j'ai l'impression souvent qu'on vit dans une sorte de tyrannie ou de dictature du présent. C'est-à-dire, on vit dans cette conscience que le présent, c'est dans ces moments. Et ce qui s'est passé ce matin, c'est déjà passé. Et ce qui s'est passé il y a une semaine, c'est bouf. Et ce qui s'est passé il y a un mois, c'est presque la préhistoire. Il n'est pas relevant, il n'est pas important pour notre présent. Et c'est ça, la raison, c'est évidemment, je crois, la puissance énorme, croissante des médias et surtout des réseaux sociaux. Et ça crée cette impression de présentisme, on a parlé des dictatures du présent. Alors, cette idée, c'est complètement faux. C'est-à-dire, le passé, et surtout le passé duquel il y a encore mémoire et témoin, c'est le passé qui est important pour mes livres, ce passé n'a pas passé. Il y a cette phrase très fameuse de Faulkner que j'ai utilisée parfois dans un roman comme leitmotiv qui dit « Past is not dead, it's not even past ». Le passé n'est pas passé, n'est pas mort, il n'est même pas passé. Non, le passé, les gens, il y a cette conscience, cette idée que le passé, c'est dans les archives, dans les bibliothèques, il n'a pas une relation avec le présent. C'est complètement faux. Le passé, c'est encore aujourd'hui. Pourquoi je suis obsédé avec la guerre civile? Pourquoi tous mes livres reviennent à la guerre civile? Parce que pour moi, la guerre civile espagnole, ce n'est pas le passé, c'est le commencement du présent. Le présent espagnol ne commence pas avec Pedro Sánchez ou avec la mort de Franco, il commence avec la guerre civile. Et ce que tu dis, c'est une autre manière de faire de l'histoire aussi. Oui, absolument. Oui, on est d'accord. Mais d'une façon différente de faire. Oui. C'est-à-dire, oui, je parle de l'histoire, mais en tant que présent, en tant qu'elle fait partie du présent. Et ce n'est pas une chose particulière de l'Espagne. Je pense, non, je suis sûr. C'est-à-dire,
Quand j'étais jeune, je pensais que c'était seulement mon pays qui avait des problèmes avec le passé. C'est complètement faux. Tous les pays. En France, on est bien servi. C'est partout. Alors, les présidents français ne commencent pas avec Macron, ni avec. Commence avec la guerre mondiale, qui a été aussi, en certain sens, une guerre civile. Non? Et alors, oui, les passés, c'est important dans mes livres, mais en tant que présent, en tant qu'il sert à comprendre les présents. Et c'est important de dire une chose, je finis aussi. Non, vas-y. J'ai parlé dans ces livres de... Pour moi, c'est une différence essentielle. Ça revient un peu à Aristote, non? La différence qui faisait Aristote entre poésie, que ce serait un peu fiction, ce qu'on dit aujourd'hui fiction, et poésie et histoire, c'est-à-dire littérature et histoire. Et ce sont deux... La poésie, c'est-à-dire le journalisme, l'histoire, vont à la recherche de la vérité. Mais la poésie, c'est-à-dire la littérature, c'est-à-dire la fiction, va à la recherche aussi de la vérité. Mais ce sont deux vérités en principe différentes. Ça serait Aristote. C'est-à-dire la vérité du journalisme, c'est la vérité de l'histoire. Non, c'est une vérité concrète, c'est une vérité factuelle. Va à la recherche, qu'est-ce qui s'est passé en Rwanda, en certaines personnes qui s'appellent comme ça et comme ça et comme ça. Non, en certains lieux, à un certain moment de l'histoire. Une vérité concrète, factuelle. Au contraire, la vérité, Aristote disait la vérité poétique, c'est-à-dire c'est une vérité morale, c'est une vérité abstraite, si vous voulez, c'est une vérité universelle. C'est-à-dire la poésie, la littérature, la fiction va à la recherche, pas de ce qui s'est passé à un moment donné à certaines personnes, mais ce qui se passe à tout le monde, dans toutes les situations et dans toutes les époques. Non, c'est une vérité universelle. Non, c'est pourquoi Aristote disait que la vérité poétique, la vraisemblance, était supérieure, la littérature était supérieure, la poésie était supérieure à l'histoire. Je ne pense pas ça, mais bon. Mais alors, cette distinction, c'est importante. Et la fiction, le paradoxe essentiel de la fiction, c'est qu'elle va à la recherche de la vérité à travers cette parabole qui s'appelle fiction, non? Que c'est pas exactement un mensonge, c'est pas exactement un mensonge, mais c'est une chose qui a certaines ressemblances. En fait, en latin, ça c'est très curieux. Mentiri, ça veut dire inventer et mentir en même temps. C'est la même parole pour les deux. Alors, mais il y a des livres qui vont... Alors, cette vérité poétique de la fiction et cette vérité historique, ce sont en principe des vérités contradictoires, des vérités différentes, des vérités contradictoires même. Non? La vérité poétique, on cherche cette vérité à travers la fiction. La vérité historique, on cherche à travers la réalité. Mais il y a deux livres qui veulent trouver les deux vérités en même temps. J'appelle ça des romans sans fiction. Ouais. Non, qui cherchent la vérité historique. Ça serait par exemple l'Anatomie d'un instant. Ouais. L'Anatomie d'un instant, c'est un livre qui va à la recherche de cette fiction historique. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement en Espagne pendant l'histoire de ce livre, c'est en fait l'histoire de la conquête en Espagne de la démocratie. Ça, c'est à la fin de la dictature, non? À travers un petit moment, un petit instant réel, avec tous les personnages réels. Je n'ai inventé rien, mais il y a une structure romanesque, il y a une recherche formelle. Pour moi, ça, c'est la littérature, la recherche formelle. La différence pour moi entre un historien et un romancier, c'est que le romancier pense qu'à travers la forme, on peut arriver à une vérité à laquelle on ne peut pas arriver d'une autre façon. Ça, c'est la différence essentielle, la forme. Et alors, c'est possible d'aller à la recherche de ces deux vérités. Au moins théoriquement, c'est possible d'aller à la recherche de ces deux vérités en même temps, la vérité historique et la vérité romanesque. Mais c'est un exercice un peu spécial. Alors maintenant, je voulais poser un petit peu la même question à Jean sur l'aspect historiographique du travail que tu as fait au Rwanda. Et pour introduire ta réponse, je voulais te lire une citation de Pierre Vidal-Naquet, grand historien parmi les grands historiens, à propos d'un film, à propos de Shoah de Claude Lanzmann, où il essayait d'expliquer l'apport historiographique considérable de ce film à l'histoire de la Shoah. Je pense qu'on pourrait dire la même chose
que ce que dit Vidal-Naquet à propos de tous tes livres sur le Rwanda. Voici ce qu'il dit. Une des questions qui se posent aux historiens est de faire entrer dans l'histoire l'enseignement, si je puis dire, de Marcel Proust, la recherche du temps perdu comme temps perdu et retrouvé tout à la fois. C'est ce qu'a réalisé Lanzmann dans ce film. Tout repose sur les questions qu'il pose, aujourd'hui à ses témoins, et sur les réponses qu'ils lui font. Entre le temps perdu et le temps retrouvé, il y a l'œuvre d'art et l'épreuve à laquelle Shoah soumet l'historien. C'est cette obligation où il se trouve d'être à la fois un savant et un artiste, sans quoi il perd irrémédiablement une fraction de cette vérité après laquelle il court, cette obligation d'être à la fois un savant et un artiste. Est-ce que finalement, c'est pas ça, toi aussi, ce que tu as réussi à faire comme Claude Lanzmann? Alors je sais bien que la question est un peu... Voilà, pose-la plus simplement, parce que... je nage un peu... Pose-moi la question plus simple. Je pense que tu as fait à la fois œuvre d'historien, une œuvre littéraire et en même temps une œuvre historiographique. C'est-à-dire que tu sais tout sur le génocide du Rwanda, mais tu as apporté quelque chose d'autre qui fait que on peut considérer que ton apport est essentiel à la compréhension historiographique du génocide du Rwanda. Je pense qu'effectivement, en se plantant ses fesses dans ce village, avec ses marais, etc., je ne vais pas refaire l'histoire, j'atteins quelque chose qui est universel. Alors, j'emploie un mot qui est un petit peu grandiloquent, mais c'est un vrai mot, qui veut dire qu'il y a un moment donné où quelque chose va surgir de ces paroles et la manière dont je vais les construire, parce qu'il y a un travail littéraire qui est quasiment un travail cinématographique, de montage, de prendre ce matériau qui sont les paroles, et ces paroles ne tombent pas du ciel parce qu'elles suivent tout un travail de questionnement, et ce questionnement ne tombe pas du ciel parce qu'il provient de lectures et d'érudition sur la Shoah, etc. Donc il y a tout un processus. Lanzmann disait, quand on est en face de rescapé, il faut savoir de quoi on parle, et c'est tout à fait ça. Donc on ne peut pas venir devant un rescapé et lui dire alors qu'est-ce qui s'est passé, ou on est obligé, sinon, comme il a peur de ne pas être cru, il va se taire tout de suite. Donc effectivement, il y a un travail de recherche, d'historien, en tant que lecteur historien, pas écrivain historien, mais lecteur historien, qui est énorme, un travail de questionnement. Après, on se pose quelque part et on travaille avec ce matériau. Alors, ce matériau, c'est quoi? C'est un certain nombre de mini-livres de questions, c'est des centaines de questions que j'ai, qui apportent des réponses, qui suscitent des réponses. Ces réponses sont travaillées, sont étudiées, et suscitent de nouvelles questions, c'est-à-dire que, par exemple, une réponse sur une question peut me donner l'idée de poser la même question aux autres, ce que j'avais oublié de faire, ou quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment, de le préciser, etc. Donc, il y a ça, donc c'est un certain nombre d'allers-retours, comme ça, qui sont un vrai travail de journaliste, un peu d'historien, de fouiller, etc. Et puis après, il y a cette pratique littéraire, qui est une sorte de pratique artistique qui consiste à travailler ce matériau. On me l'a beaucoup reproché d'ailleurs, parce que par exemple, le premier livre dans l'une de la vie, j'ai à peu près l'équivalent de 20 livres pour faire un livre. Donc j'en enlève les 19, 20e quand même de ce qui m'a été répondu. Et cet élagage, cette élimination, ce montage est motivé par l'idée du livre que je vais faire. Ce n'est pas motivé par le respect que je peux avoir par rapport à la parole, sinon je mettrais tout. Et j'enverrais tout à la Bibliothèque nationale et personne ne lirait rien. Mais donc c'est, par exemple, je pose une question à une personne et je dis, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un génocide, qu'il peut y en avoir un autre? Et une personne me répond, oui, puisque la cause est toujours là et qu'on ne la connaît pas. C'est une magnifique réponse sur la définition, enfin, sur le génocide. Mais la personne qui vient après dans le livre me dit à peu près la même chose. Mais si je le mets 2 fois, le lecteur va dire bon, comment ça donc je suis obligé de l'enlever pour la deuxième personne, ce qui est d'un point de vue moral tout à fait injuste. Mais c'est la priorité et le livre. Donc la construction de livre, c'est-à-dire s'arranger pour que des choses arrivent en résonance, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au début résonne avec quelqu'un qui parle à la fin,
ou qu'une histoire, par exemple l'histoire quotidienne des marées, soit racontée par plusieurs personnes à la fois, et donc qu'on finisse avec la dernière personne par avoir compris comment on vivait dans les marais. L'histoire des viols aussi est ébauchée par plusieurs personnes délicatement, chacune apportant quelque chose qui permet de comprendre qu'il y a viol et qu'est-ce qu'a été le viol, etc. Donc voilà, là c'est un travail artistique dans la mesure où c'est un travail sur la matière même et sur la langue, parce que je dis souvent, alors je me répète devant Florence parce qu'on en a parlé il y a 3 jours, mais quelquefois j'ai été confronté dans cette histoire à la beauté, alors non pas à l'horreur, mais à la beauté, donc la beauté des paysages. Ces collines sont quand même extraordinairement belles, de ocre, vertes et tout ça, les marais, etc. Et la beauté de la langue. C'est une langue, c'est un français extraordinaire, de métaphores, d'une simplicité, d'une précision extraordinaire, qui est embellie en plus par l'intensité des réponses, parce que ces gens-là ne voulant pas parler, n'étant pas très bavards, contrairement à ce que peuvent être des victimes tchétchènes ou palestiniennes qui peuvent être très très bavardes et en vouloir beaucoup s'exprimer pour sauver quelque chose. Là, c'est plutôt un densifié, intense, etc. Et ça embellit encore la langue. Et donc, il faut que je travaille aussi cette beauté de la langue. Quelquefois, je dis, si la langue n'avait pas été aussi belle, peut-être que je n'y serais pas resté. C'est pas bien de dire ça, mais c'est quand même la vérité. C'est-à-dire que je suis séduit par la langue. Je suis séduit par l'histoire qui me fascine, séduit par la langue, séduit par des personnages, séduit par leur pudeur, séduit, etc. Donc il y a une séduction que je dois transmettre dans l'écriture. J'essaye de faire cela, j'essaye de faire exactement ce que font. C'est pour ça, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette histoire de littérature de fiction, c'est-à-dire je vois très bien ce que dit Ravier, c'est-à-dire que la fiction, c'est la liberté d'inventer des personnages, de les mettre en scène, etc., à partir de plusieurs rencontres, faire un seul personnage, etc., d'en prendre un, de l'inventer en cours de route parce qu'il n'était pas prévu au départ, mais il naît et il s'impose. Mais cela dit, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit, Florence aussi est d'accord, enfin, j'imagine, tout le monde sera d'accord sur le fait que quelquefois les romanciers approchent plus près de la réalité, pas de la vérité, mais de la réalité que les journalistes. Voilà. J'ai fait éclater de rire Florence en citant Victor Hugo, mais c'est vrai que Les Misérables vous approchent plus de la vie sociale du 19e siècle que les journalistes et les articles qui étaient écrits à l'époque. Et c'est pas de Faulkner, de Dostoïevski, etc. Donc, je suis bien d'accord avec ça. Là où je suis un tout petit peu en désaccord, c'est l'idée de la littérature. C'est-à-dire que pour moi, la littérature, je ne l'assimile pas à la fiction. La littérature, pour moi, c'est de parvenir à construire un univers dans lequel on prend par la main un lecteur, on le fait rentrer. Et le lecteur, pris par la main, va, au sein de cet univers, faire des rencontres de personnages, de lieux, d'événements, etc. Et il va en sortir un petit peu différent. Et ça, je pense que c'est aussi facile pour le récit que pour le roman, que pour le reportage. C'est-à-dire qu'il y a des reportages de Florence qui sont des vrais univers, c'est-à-dire qu'elle vous fait rentrer dans un EHPAD et vous rentrez dans un EHPAD, vous êtes dans un EHPAD et vous rencontrez des gens qui sont vrais. Donc ça, c'est vrai qu'elle n'a pas pris la liberté d'inventer un personnage qui aurait été un peu plus fort ou d'inventer un conflit qui n'a pas eu lieu, mais elle vous fait rentrer comme ça. Donc pour moi, la littérature, la pratique artistique de l'écriture, c'est de parvenir à construire cet univers. Voilà. Pour les historiens, c'est un petit peu pareil, quoi. L'histoire, pour moi, c'est un petit peu comme on peut dire à peu près la même chose des historiens que des journalistes. C'est-à-dire qu'ils ont des contraintes, ils ont une méthodologie, ils ont une culture, ils ont une manière de travailler à partir d'archives et des règles et des contraintes. Et qui sont les leurs, qui sont particulières. Les journalistes ont les leurs, qui sont particulières. Les romanciers n'en ont pas. Voilà, les romanciers n'en ont pas, sauf d'obéir à certaines règles. Il ne faut pas que ça fasse plus de 350 pages, mais enfin, quand on fait 800, ça marche aussi bien. Donc, même la règle est bafouée. Donc, ça, c'est vrai. Je pense que les grosses différences, peut-être, c'est dans cette pratique de l'écriture qui est différente, et puis dans les temps. Voilà, je pense que
il y a un temps du journaliste, c'est lui qui parle le premier. Comme disait Florence, on dit, t'as vu, il y a ce qui se passe, est-ce que tu peux partir demain? Et tu pars demain. Donc les journalistes partent en premier. Après, les romanciers s'intéressent, mais ils s'intéressent souvent parce qu'ils ont lu les journaux aussi. Donc ils s'intéressent et ils vont construire une histoire. Les personnages peuvent dater du XVIIe siècle, mais même quand on écrit un roman sur des personnages du XVIIe siècle, on va chercher les écrits du XVIIe siècle pour savoir qu'est-ce qui a pu être écrit à l'époque, etc. Donc il y a quand même toujours un travail des romanciers sur ce qu'ont pu faire les journalistes avant. Et les historiens, c'est pareil, ils vont travailler aussi, bien qu'ils le nient souvent, ils vont travailler souvent sur les journaux comme un élément parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres choses, il y a les archives, etc., mais un élément comme parmi d'autres du matériau de leur recherche. Voilà. Mais ça va être un petit peu plus compliqué dans la mesure où ça va être cyclique, parce qu'un jour, les journalistes ils vont partir, mais ils vont s'intéresser aux historiens qui ont travaillé sur cette région à l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, on vous dit, bon, il y a la guerre dans les Balkans, le journaliste, il va s'intéresser à l'histoire des Balkans. Donc, il va s'intéresser à la fois au roman, il va lire Andrich, et il va lire des historiens sur l'histoire, comment s'est construit la Yougoslavie, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc, en fait, tout le monde se sert de tout le monde, mais à des temps différents, et même avec des grammaires différentes, parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes temps qui sont... les romanciers aiment beaucoup l'imparfait, c'est interdit quasiment dans les livres, dans les journaux. Ils aiment beaucoup les points-virgules, c'est interdit dans les journaux. Enfin, bon, il y a des choses comme ça, ce n'est pas tout à fait la même grammaire, mais en fait, tout le monde est un petit peu les trois à la fois, avec quand même une priorité définie par des règles. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Jean. Oui, je voudrais dire que c'est-à-dire cette idée que la littérature, bon, je dis, c'est-à-dire que la littérature, c'est-à-dire que le roman, c'est supérieur au journalisme, je dis que c'est complètement faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Complètement, c'est contraire à ça. J'insiste, il n'y a pas de genre mineur ou majeur. Il y a des formes mineures ou majeures, meilleures ou pires d'utiliser les genres. Ça, c'est très simple. Mais en même temps, aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent, je ne sais pas, je viens d'écrire un roman qui ont dit que c'était un polar. Bon, j'écris toujours des polars. Toute ma vie, j'écris des polars. Mais bon, on dit que ces romans, c'est un polar. Et que c'est un genre mineur. Ce n'est pas un genre mineur. Il n'y a pas de genre mineur. Non. Il y a non, je sais. Mais il y a encore des gens qui pensent ça. OK, qui pensent que ce qui n'est pas fiction ou ce qui n'est pas roman, c'est inférieur. Non, c'est pas du tout. C'est-à-dire, je suis contraire. Peut-être mon français, c'est très... Bon, c'est très mauvais. Je sais que c'est très mauvais. Non, mais par exemple, qui a écrit en français meilleur que, je ne sais pas, Montaigne? Ça c'est grande littérature, bien sûr. Non, au Chamfort, ou les moralistes. C'est ridicule, cette idée que seulement la grande littérature, c'est fiction. C'est très moderne, en fait, cette idée, et c'est faux. Alors, en espagnol, par exemple, je peux dire complètement avec certitude que la plupart, la meilleure littérature qui s'est publiée en Espagne au XXe siècle, c'est publié dans les journaux. Ça, c'est sûr. Les grands écrivains ont écrit dans les journaux et la meilleure littérature. Et ça, c'est fiction? Non, c'est pas fiction. Alors, je n'identifie pas, peut-être que je me suis mal exprimé, la littérature, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une différence entre la fiction et ce qui n'est pas fiction. Ça, c'est une différence importante. Quand j'ai lu, si aujourd'hui Jean me dit non, une saison de Machette, j'ai inventé tout, alors je me sentirais très, très étrange. J'ai lu ces livres et j'ai pensé que ça, c'était tout vrai, non? Non. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a cette dimension artistique. Je viens de lire des choses sur Michelet, et surprenamment, Michelet, l'historien, insistait beaucoup à cette dimension artistique, à cette dimension, non, de l'histoire, non, cette construction. Bon, c'est ça que j'ai voulu dire. Oui, je voulais juste dire une chose. Pardon, le français de Michelet, c'est un des meilleurs français que je connais. Bien sûr. Non? C'est pas la fiction, c'est pas un roman. Ah, ça dépend quoi. Non, ce qui est vrai, c'est que on dit souvent ça. C'est Sartre qui disait ça.
J'aime bien faire un peu étalage. Rien n'est plus vieux que le journal de la veille. Et c'est vrai que le temps d'un journal n'est pas celui... voilà, ça doit être lu tout de suite. Et c'est assez intéressant de voir que j'ai fait des études de journalisme, personne n'étant parfait. Et on a, parmi les choses qu'on a à faire pendant ces années-là, c'est retourner dans les archives et lire les journaux de, je ne sais pas quoi, 14, pour voir une période, comment les journaux ont traité l'entrée en guerre de la France, par exemple. Et donc, vous tapez les collections des différents journaux et des différentes tendances. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur quoi se sont battus les journalistes de cette époque-là? C'était être le premier à annoncer que ceci ou cela, être le premier à pouvoir aller sur la ligne de front, etc. Et tout ça n'est absolument pas ce que vous allez lire avec le recul de l'histoire. Finalement, ces dates-là, ces batailles journalistiques-là, passent tout à fait au second plan. Qu'est-ce que vous allez lire? Vous allez lire ce qui a échappé au journaliste lui-même. C'est-à-dire, c'est la mentalité qu'il avait, comment il a vu les choses, quel adjectif il a utilisé pour dire que... C'est-à-dire, c'est une certaine mentalité, un certain, parfois, talent, une façon de faire. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que lire les journaux avec du recul vous permet de lire le non-écrit des journaux, c'est-à-dire ce qui a dépassé celui qui a tracé ces lignes-là et qui, lui, a dit « j'ai annoncé 10 minutes avant le voisin que la guerre avait été déclarée, que la bataille s'était terminée, etc. » Et ce flou où on pense que, et je pense comme vous, que le journaliste, c'est le réel, et que quand vous ne faites pas assez attention au réel, il vous rattrape. C'est-à-dire que les personnes dont vous parlez vous appellent en disant « Attendez, là, vous n'avez pas bien retranscrit, là, vous n'avez pas fait ci, là, vous n'avez pas fait ça. » Donc, le réel est quelque chose auquel on n'échappe pas comme ça quand on est journaliste. On ne peut pas impunément jouer avec. On peut essayer, mais ça ne marche pas à tous les coups. Mais en revanche, vous avez une petite zone floue, une espèce de zone floue, comme sur une photo, où vous choisissez de regarder telle chose plutôt que telle autre, vous choisissez d'être... avec telle personne plutôt que telle autre personne, de regarder de la guerre du côté des vaincus ou du côté des vainqueurs, d'être avec une infirmière plutôt qu'avec un soldat. Et c'est dans cette part-là qu'est votre liberté de journaliste, d'une certaine façon. Et ça, c'est très important à comprendre quand on veut faire la part de fiction, réalité, histoire, de tous ces concepts qu'on est en train de brasser ici. C'est que, y compris le journaliste qui lui... je vous dis, est arrimé au réel, il le veut, il fait ça, eh bien, il est beaucoup plus le jouet de sa propre culture, imagination, croyance, et tout ce qu'on veut, qu'il ne le croit lui-même. Et vous le voyez, je vous le dis encore une fois, avec le recul des années, quand vous relisez les journaux dans les archives. Et ça c'est assez... Ça m'a toujours beaucoup impressionné. C'est-à-dire, on se croit très proche du réel, et en fait... on l'est, y compris avec beaucoup de bonne foi, beaucoup plus éloigné que ce qu'on pense, en fait. Et j'aime bien cet exemple de dire que quand vous suivez un procès en cour d'assises, vous avez sur le même banc 50 journalistes, 20 ou 30 ou Dieu sait combien, qui voient les mêmes témoins à la même heure disant la même chose et qui vont faire chacun un papier très différent de l'autre et parfois avec une conclusion différente sur l'audience, sur la culpabilité ou sur l'innocence de tel ou tel. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, y compris dans une transcription du réel. C'est-à-dire qu'il y a une part qui vous échappe, même comme journaliste. Parce que les journalistes, vous n'êtes pas des machines. Bien sûr. Vous êtes des personnes. Vous avez vos obsessions, vous avez vos... Non ? Alors c'est... Non ? Et comment tu intègres la question du temps dans tout ça ? C'est-à-dire, est-ce que toi, par exemple... qui est une journaliste en exercice, est-ce qu'il y a une dictature du temps ? Est-ce qu'il y a une compression du temps qui fait qu'à un moment, pour rendre compte de la réalité, on n'y arrive pas parce que justement, le temps est trop raccourci ? Alors, il y a deux choses différentes. La première, c'est le temps qu'on prend pour parler d'un sujet. Jean, au Rwanda, va prendre 2 décennies, 3 décennies. Ouais. Et sans ces 3 décennies, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça ne fonctionne. Et c'est vrai que changer de temps, du temps passé à faire un tel ou tel sujet, change complètement le sujet que vous allez faire. Complètement. C'est-à-dire si vous restez 6 mois à faire la femme de ménage, ce n'est pas la même chose que si vous arrivez une après-midi en tendant votre micro. Ça n'est pas le même papier, ça n'est pas la même réalité.
Donc ça, c'est une chose vraiment qui est très différente. Ouais. Jean? C'est une précision. Il y a un moment donné curieux quand on est en reportage, c'est le moment où on s'en va. Parce qu'on se dit toujours, et si je restais un jour de plus? Et c'est vrai que quelquefois, on reste un jour de plus et il se passe quelque chose pendant cette journée qui va changer parce qu'on va rencontrer une personne ou parce qu'on va revoir une personne qu'on a déjà vue, etc. Et donc, quand on va vite, on est obligé d'aller vite parce qu'effectivement, on est là en service commandé pour répondre à des questions de lecteurs qui se la posent à un moment donné, la question. Mais c'est vrai qu'on passe une semaine pour un fait divers comme ça et on se dit, est-ce que j'ai l'histoire? Oui, j'ai à peu près l'histoire. Est-ce que je peux m'en aller? Oui. Si je reste un peu plus, et voilà, on part ou on part pas, mais souvent quand on reste, ça change l'histoire. Donc le temps est vraiment là-dessus quelque chose qui est vraiment presque inquiétant à un moment donné. Il y a ça, et l'autre chose, il y a un journaliste américain très connu qui s'appelle Ted Conover et qui a fait de nombreux bouquins, dont l'un sur ce qu'il appelle les naufragés du rail, ça s'appelle comme ça. Et c'est pendant des années 80 aux États-Unis, des gens sautaient dans des trains et voyageaient comme ça, une forme de vagabondage, qui était des sortes de SDF qui vivaient dans les trains en prenant l'un de l'autre, etc. Et ça n'existe plus, c'est-à-dire ce type de population a changé, a muté, et il ne circule plus dans les trains, etc. Et il écrit, après ce livre-là, un second livre qui était sur une vallée très snob, très chic, américaine, où il y a toutes les vedettes, voilà. Et de ces deux livres, celui, Vallée qui existe toujours, avec toujours des gens aussi snobs, etc. Le livre qui reste est celui sur les trains et pas celui sur la vallée. Et on lui a demandé comment ça se fait que l'un se soit dévalué et l'autre soit resté. Il dit parce que le train était une histoire universelle du vagabondage, des gens qui circulent, que ce soit en train ou peu importe, alors que ces gens très snobs parlait de personnes dont on ne connaît plus rien, qui étaient la vedette de l'époque, le président de l'époque, et qui étaient des valeurs périssables, en fait. Et ça, il y a donc ces deux temps, le temps que vous passez sur place et le temps qui va valider ou pas le travail que vous avez fait. Et ça, si on parle en termes d'histoire, il y a ça aussi qui est assez important, c'est-à-dire que lui, ce livre-là, sur les vagabonds dans les trains, années 80, sujet très, très pointu, etc., est universel alors que l'autre non. Et ce passage du temps est très, très impressionnant aussi. Javier, pour finir, j'avais envie de te demander ce que tu allais écrire à présent. Est-ce que tu vas toujours te consacrer à l'étude, à la compréhension de la guerre civile et à ses échos dans l'Espagne d'aujourd'hui, ou est-ce qu'à un moment, tu vas prendre le risque d'aller complètement vers autre chose? La réponse est déjà dans le dernier roman, parce que je venais d'écrire beaucoup de romans, c'est-à-dire Les Soldats Salamites 2001 jusqu'à Le Monarque des Ombres, que c'est le roman précédent à Terra Alta, où l'histoire c'était très présente. Il y avait des romans sans fiction, où il y avait cette connexion avec le journalisme, avec tout ça. Il y avait mélange de genres, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui autofiction. Il y avait des choses qu'en 2001, il n'y avait personne qui parlait de ça. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Alors, j'ai décidé de finir avec ça et j'ai commencé une autre chose. Parce que le risque, c'était terrible. Le risque, c'était de devenir un imitateur de moi-même. Et ça, c'est la mort pour un écrivain. Et alors, j'ai décidé ce qu'on appelle aujourd'hui me réinventer. Et écrire une autre chose. Oui, je suis en train d'écrire une tétralogie, en fait, mais complètement différente de ce que j'ai écrit. Tu parles de Terra Alta. De Terra Alta, c'est la première. Donc, on va retrouver les personnages. Exactement, on va retrouver Melchior, alors c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup et à très bientôt.